Merci Roger, merci pour l'invitation. Alors effectivement, on va parler d'une vision non américaine, plus que de vision européenne, mais les choses ont quand même changé parce que effectivement le problème initial c'était quelle est l'incidence de cette catastrophique complication qui est la luxation. Et en fait, si on repart sur les vieux articles, on va dire d'il y a une quinzaine d'années, eh effectivement, le constat est catastrophique. Aux États-Unis, c'est la première cause de révision dans les prothèses totales de hanche. Et donc, il faut faire quelque chose. Okay, si on regarde dans tous les autres registres dans le monde, eh effectivement, on se rend compte qu'en Nouvelle-Zélande, c'est la deuxième cause. En Angleterre, enfin Grande-Bretagne, troisième cause de révision. Deuxième cause en Australie, deuxième cause dans le registre suédois. En fait, il n'y a qu'en France, et j'ai repris ce vieux symposium qu'on avait fait en 2011, où en fait, ce n'était que le quatrième cause en France de révision d'arthroplastie. Alors, du coup, il y a forcément plein de biais là-dedans. Si on regarde le côté assez tabulaire, le biais français, il est connu. Il est connu parce que c'est en France qu'a été créée la double mobilité et il ne fait aucun doute aujourd'hui que c'est pas qu'on opère mieux ou qu'on fait plus attention, c'est que forcément l'apport massif de la double mobilité et peut-être avec une puissance de littérature sur des séries peut-être moins comparatives, moins randomisées, des choses de ce type-là, qui n'ont pas fait exploser en fait cette utilisation mondiale. Mais par contre, depuis 2009, où sur le continent américain, on a découvert ou réinventé la double mobilité, on se rend compte que les publications ont explosé sur le sujet. Et donc forcément, on a un biais de littérature lié à l'industrie, au marché. Mais attention à ça, on le dit souvent, mais je pense qu'il faut vraiment le répéter. C'est pas parce qu'on dit double mobilité, et toutes les études mélangent souvent, parce que c'est difficile de faire la part des choses. Toutes les doubles mobilités ne sont pas des doubles mobilités selon le modèle qui a été inventé pas loin d'ici. La double mobilité modulaire n'est pas une double mobilité standard. Pour plein de raisons, mécaniques, de problèmes tribologiques, de fait qu'il y a des jonctions métal-métal, mais aussi pour un concept tout simple, c'est ce qu'il y a en bas, c'est sur ce papier qui est très intéressant, qui va comparer la jump distance. JD, c'est jump distance. Dans toutes ces doubles mobilités modulaires, si on compare par exemple à une référence, par exemple l'épine, qui va avoir un jump distance d'environ 17,8, je crois, en millimètres, eh bien on compare toutes les autres doubles mobilités. La jump distance n'est pas du tout pareil. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'analyser la littérature. C'est très difficile de voir à quel point on a pu réduire en fait ce risque de luxation et surtout de répondre à une question toute simple, c'est si on avait utilisé une double mobilité standard, est-ce qu'on aurait été encore plus efficace sur la diminution de la luxation? Alors ça a été rappelé il y a quelques années par Cécile dans une revue systématique avec cette augmentation et cette explosion de la littérature, notamment anglo-saxonne, et qui montre dans ce papier, dans la séquence révision, qu'en fait, on a des résultats sur le plan fonctionnel, sur le plan, on va dire, des outcomes d'une manière générale, qu'on fait aussi bien qu'avec des prothèses standards. On avait pris la même démarche un petit peu sur ce papier, où on avait étudié de façon, en sélectionnant, en restreignant les articles à ceux qui étaient comparatifs sur des séries, on va dire avec une méthodologie un peu plus poussée, des études de niveau 1, 2 ou 3, et on avait montré quoi? Eh bien que si on utilise de la double mobilité par rapport à des groupes contrôle, on améliore le risque de re-révision, donc c'est dans le cas de révision, de re-révision, de luxation, mais aussi de révision pour luxation à nouveau pour instabilité, mais aussi pour décèlement aseptique. Et nous n'avions pas trouvé l'explication, mais c'était dans les chiffres pour révision toute cause. Si on regarde d'autres études plus rétrospectives, quel est l'apport dans des contextes un peu plus complexes? Plus complexe dans ce papier, c'était effectivement des lésions assez tabulaires et ou fémorales importantes, des atteintes des tissus mous, notamment du complexe musculaire du moyen fessier, et au moins 2 révisions antérieures. Eh bien, on se rend compte qu'avec des doubles mobilités, effectivement, on a des taux de survie très intéressants à 5 ans, à 9 ans, sur la luxation, sur les révisions pour toute cause et sur la révision pour luxation.
Alors, il n'y a pas que la France, bien entendu. En Europe, il y a plein d'autres personnes qui travaillent bien et qui font des études très intéressantes, et notamment cette étude qui a analysé de façon un peu plus systématique avec cet algorithme sur une revue non systématique de la littérature, mais qui montre au final comment on peut arriver petit à petit en utilisant toutes les autres possibilités, comme Michel l'a montré. On peut utiliser des attelles, on peut éliminer toutes les causes extra-articulaires, on peut éliminer les problèmes fémoraux, effectivement, des problèmes d'offset, etc. Toujours revenir au tissu mou. Et enfin, si on avait une nouvelle luxation, eh bien, aller à des solutions un peu plus radicales, donc de chirurgie, c'est notre sujet là, et peut-être aller de façon un peu plus systématique vers des cupules plus stables, double mobilité, ou des cupules contraintes, pardon. Dans le service de Luigi Zagra, ils avaient étudié justement qu'est-ce qu'on peut faire sans double mobilité. Alors ça paraît aujourd'hui effectivement étonnant parce qu'on est beaucoup de Français ici, on se dit mais à quoi ça sert? Eh bien en fait parce qu'il y a d'autres endroits où il n'y a pas forcément cette habitude-là et cette attitude systématique. Et on se rend compte qu'en fait il y a plein d'autres choses à faire, bien entendu, et c'est pour ça que cette étude multimodale, cette approche multimodale des tissus mous, encore une fois, des problèmes d'offset, le fémur peut être en cause. Alors vous allez me dire, ben, pour une instabilité simple, est-ce qu'il y a une instabilité simple? Mais est-ce qu'on peut aller faire une fémorotomie, changer le fémur, changer l'antéversion fémorale? Eh bien, parfois, c'est nécessaire parce que parfois, notre analyse est insuffisante et vous pourrez faire tout ce que vous voulez sur la cupule. Si vous avez une rétroversion fémorale et que vous avez une antéversion combinée qui est complètement aberrante, eh bien, vous serez forcément redevable d'aller changer la tige fémorale. Alors, des études en France sur des utilisations plus routines en fait de la double mobilité, parce que c'est le cas dans beaucoup de centres, y compris le mien, où une révision ne se fait qu'avec une double mobilité dans mon service. On a des études, cette étude notamment qui a été écrite par Patrice Mertel, mais avec plusieurs équipes françaises, qui montrent qu'on a des risques de luxation à moyen long terme très intéressantes. Un facteur majeur associé à une augmentation une re-révision serait une pseudarthrose du grand trochanter. Étude très intéressante de Philippe Ernigou récemment avec des nouveaux outils, notamment les réseaux neuronaux et les Artificial Neural Network, qui permet d'analyser toute la littérature et d'essayer d'aller discriminer par de l'intelligence artificielle, en tout cas par des boîtes d'analyse qui montrent que les risques de luxation ils sont augmentés dans ces révisions pour des têtes inférieures à 32, y compris pour des têtes supérieures à 36 comparativement aux doubles mobilités, aux cotiles contraints. Alors, je vais passer très rapidement sur les prothèses contraintes. Sûrement Paul Bollet en parlera, parce que la littérature, elle est essentiellement américaine. Quelques papiers très rares sur l'Europe qui montrent qu'au final, c'est pas si bien que ça. C'est-à-dire que les taux de faillite, même si le résultat immédiat est intéressant, les taux de faillite à moyen terme sont catastrophiques. On parle rapidement du côté fémoral, parce qu'il faut en parler. On avait publié ce papier dans le cadre d'un symposium Softcode en 2017. Alors, on n'avait pas retrouvé le fameux l'intérêt de l'antéversion combinée. On avait simplement montré que lorsque c'était associé à une bonne antéversion de la cupule, et que la tige était en bonne position, vous allez me dire évidemment, mais effectivement retrouver un taux d'association à une meilleure taux de survie sur la luxation. Cependant, l'antéversion combinée, comme il a été décrit par Joel, en fait, c'était assez décevant en termes dans les deux groupes, stable versus instable. Grammatopoulos, en 2015, avait publié ce papier aussi intéressant où, dans l'antéversion combinée, on était capable d'améliorer la luxation, on en a parlé, ça a été montré, mais surtout les scores cliniques. Donc, il faut se battre pour rendre nos patients stables. Revue de littérature, enfin, assez décevante, pareil, sur le côté fémoral, parce qu'on se rend compte que cette recherche systématique de l'interversion combinée et d'aller changer ce positionnement de tige est assez décevant au final et n'est pas supporté par la littérature. Alors, des algorithmes, en fait, à mon avis, il y en a plein de possibilités d'aborder ça. Peut-être que les plus sages, ils viennent du soleil levant, comme j'écris, et avoir une approche très claire et analyser vraiment toutes les possibilités. Et je pense que c'est le papier qui est le mieux établi là-dessus, où en fait on analyse problème par problème. Chaque problème a une solution. On n'est pas obligé d'être systématique sur la double mobilité. Il y a d'autres choses à faire, peut-être aussi, j'allais dire, même si la double mobilité reste un sujet majeur. Alors, ce n'est pas seulement un problème de cupule, c'est très clair. Mais par contre, on voit qu'il y a une tendance de fond maintenant
maintenant que tout le monde a accès à la double mobilité depuis 14 ans, que la double mobilité devient de plus en plus une routine. L'analyse, on s'en passera jamais parce qu'il y a d'autres facteurs pour ça. Les cotiles contraints, je ne sais pas s'ils ont vraiment encore leur place dans ces choses-là, sauf dans des cas très particuliers, des révisions de révision avec des déficits d'abducteurs majeurs, et aller vérifier tous les éléments qui constituent une hanche. Ce n'est pas juste du métal et du plastique, il y a aussi des muscles, des tendons et de l'os. Merci.